Je crois pouvoir vous dire que je paie beaucoup d'impôts. La priorité, c'est la réduction des déficits. Il faut absolument que l'État réduise son train de vie. La détermination du gouvernement, elle est intacte. Et nous réduirons le déficit, voire mieux. Quand les banquiers privés disent aujourd'hui, aujourd'hui la dette c'est un problème public. Je suis sûr que c'est un problème public. On a absorbé votre dette à vous et le bazar que vous avez fabriqué. On dit si la Société Générale fait faillite, rendez-vous compte. Parce qu'elle a trop prêté à la Grèce. Oui, mais elle a beaucoup gagné d'argent en prêtant à la Grèce. On a donné la responsabilité de la création de l'argent à des acteurs qui ont un intérêt personnel puissant à ce que cet argent soit rare. Pour tenir à la gorge cet État, pour le prendre à la gorge, rien de mieux que l'endetter. Tu l'endettes et tu lui interdis de créer la monnaie, tu l'étrangles. On commence par vous prêter de l'argent, et puis après vous ne pouvez pas rembourser, on augmente les taux, et à la fin on vous prend votre chemise. J'ai du mal à penser que lorsqu'on a mis en place ces politiques publiques, on n'ait pas réfléchi à l'époque à qui allaient être les perdants, qui allaient être les gagnants. 225 personnes qui ont l'équivalent du revenu de 2,5 milliards d'êtres humains, la monnaie n'est plus au service de l'échange. C'est de l'argent qui est au service de la domination. L'argent manque. L'obsession de la dette mine toute politique publique. Il ne s'agit plus de prévoir ni d'organiser, mais d'économiser sou à sou une richesse faite de jetons métalliques, tout droit sortis des banques centrales. Chaque année, plus d'un tiers des dépenses de l'État va au remboursement de la dette. Premier poste budgétaire, le remboursement des intérêts et du capital représente 3 fois le budget consacré à l'enseignement scolaire, 8 fois celui consacré au travail et à l'emploi. Prêter directement aux États, c'est plusieurs centaines de milliards au niveau de l'Europe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a trop de monde qui est venu. C'est des simples citoyens. Cette question de la dette qu'ils entendent tous les jours à la télévision les interroge. Il y a un matraquage médiatique et politique sur cette question. Et donc, ils viennent ici pour essayer de comprendre tous ces mécanismes. Je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher de penser que même en situation de crise ultime de l'euro, l'Allemagne n'est pas encore prête à accepter l'intervention massive d'une banque centrale. Je viens ici chercher des informations que je ne trouve pas ou que je ne comprends pas forcément quand ça passe dans les médias. Je veux bien soigner, on va dire, les problèmes au quotidien des personnes pauvres, etc. Mais je veux bien comprendre les causes qui conduisent à ça, quoi. Aujourd'hui, la question de la dette, utilisée par les pouvoirs en place au niveau mondial et en particulier européen, elle sert à la mise en place de politiques d'austérité. Mais pour démontrer cela, il faut qu'on démontre aussi comment a été constituée la dette, de quoi aujourd'hui elle est constituée, et quelles sont les alternatives possibles à ce système-là. Le mécanisme de la dette, il est produit par 2 phénomènes. D'un côté, l'essentiel de la création monétaire devient privé et avec intérêt, alors qu'on avait une création monétaire publique et sans intérêt. Et le deuxième phénomène, ce sont les exonérations d'impôts. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, la Cour des comptes a mis en évidence dans un pays comme la France qu'il y avait eu 100 milliards d'exonérations fiscales de toute nature au cours, par exemple, des 10 dernières années. Qui bénéficie de ces exonérations fiscales ? Les catégories les plus riches. Avec ce revenu supplémentaire, elles vont pouvoir prêter, et notamment prêter aux États. Donc elles payent moins d'impôts, elles gagnent une première fois, et avec ce supplément de revenus, elles vont pouvoir prêter notamment aux États, et elles vont recevoir les intérêts de la dette. Donc elles gagnent 2 fois. Les catégories les plus modestes, c'est le contraire, c'est la double peine. Elles ont perdu une première fois parce que moins d'impôts, ça veut dire moins de services publics, moins de transferts sociaux. Elles ont perdu une première fois. Et elles perdent une deuxième fois parce qu'il faut aller payer les intérêts de la dette.
comme contribuable, et à ce moment-là, elle paye une deuxième fois. Donc le mécanisme de l'endettement est en fait un mécanisme qui creuse les inégalités. Aux côtés de Attac, le collectif pour l'annulation des dettes du tiers-monde participe aux audits de ces dettes contractées par les pays pauvres aux dépens de leur population. Forte de son expertise, l'ONG attire aujourd'hui l'attention sur les points communs entre dettes du tiers-monde et dettes des pays d'Europe. Le premier point commun, c'est les détenteurs de cette dette. Parce qu'on s'aperçoit de manière générale, de manière globale, que ce sont ces fameux marchés financiers, donc ces banques privées, ces fonds d'investissement, ces compagnies d'assurance, qui possèdent la dette de nos États au nord et la dette des pays du sud. Donc les créanciers sont les mêmes. Et le deuxième point commun qui est absolument frappant aujourd'hui, c'est les mêmes mesures que les gouvernements ont dû appliquer à la lettre sous surveillance du FMI et de la Banque mondiale, c'est-à-dire privatisation, licenciement dans la fonction publique. Donc là, ça nous ramène complètement à la situation qu'on vit actuellement dans les pays du Nord et qui, à chaque fois, est légitimée par cette dette. Donc on n'a pas le choix, cette dette est là, donc il faudrait appliquer ces mesures d'austérité. Donc voilà, il faut s'interroger sur la validité de cette dette, la légitimité. À qui a-t-elle profité? Est-ce qu'elle a profité à la population, à l'intérêt général? Si ça n'a pas été le cas, c'est une dette illégitime qui doit donc être mise en cause, en d'autres termes, qui ne doit pas être payée par la population. On n'a pas encore réglé le problème grec. Parce que Mme Merkel voulait que les banquiers privés prennent leur part, parce que la Banque Centrale Européenne ne voulait pas y mettre la main. Et le problème grec, qui n'est pas au départ un énorme problème par rapport à l'ensemble de la zone euro et a fortiori de l'Union européenne, est devenu un problème politique maintenant. Je pense que la crise grecque a pris cette ampleur, d'une certaine manière, à cause, pas seulement de la BCE, à cause des autorités de l'Union européenne, de la gouvernance de la zone euro. Parce que qu'est-ce qu'on a découvert à ce moment-là? En cas de difficulté financière d'un pays, les autres ne peuvent pas venir à son secours. Et que ce pays doit gérer ses dettes ou ses problèmes tout seul. C'est la clause de non-solidarité. Bien. Quelle est la logique de cette clause de non-solidarité? Elle a été largement imposée par l'Allemagne. C'est l'idée qu'il ne faut pas encourager les pays à être dépensiers, donc on inscrit dans la Constitution qu'il n'y aura pas de solidarité à leur égard. Cette interdiction de mettre la Banque centrale au service des États a été inscrite dans le traité de Maastricht signé en 1992. C'est l'article 104. Il est interdit à la BCE et aux banques centrales des États membres d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la communauté. Un des travers de ce traité, c'est de mettre les dettes publiques dans la main des marchés financiers. C'est de dire, de toute façon, il faudra que vous passiez par les marchés financiers parce que vous ne pouvez pas vous financer autrement. La Banque centrale ne vous achètera pas vos titres. Jamais. La Banque centrale prête aux banques privées à 0% ou à 0,5%, qui prête ensuite aux États à 3, 4 ou 20% à la Grèce. C'est un choix politique de dire les États peuvent ou pas emprunter auprès de leur banque centrale, donc peuvent ou pas créer la monnaie. C'est un choix politique. On n'est pas obligé de faire ça, on n'est pas obligé, on fait ce qu'on veut. Pourquoi est-ce qu'on décide que l'État devra emprunter auprès des plus riches, auprès de ceux qui ont de l'argent, et donc leur payer un intérêt quand il aura besoin d'argent? Qui y a intérêt? Pour comprendre un crime, et chercher à qui il profite. Qui a intérêt à l'article 104 de Maastricht? Pas fait ça pour rien. Il y a une idéologie là derrière. Et l'idéologie, c'est que c'est les marchés qui peuvent discipliner les États. C'est-à-dire, sachant que les États devront, pour leur financement, passer par les marchés, et que les marchés ont le gros bâton de dire taux d'intérêt à 18% ou on ne vous finance pas, d'accord? On se dit, ah, ça va discipliner les États. Le taux d'intérêt est la punition. Elle est infligée par les agences de notation qui, à travers leurs notes, montrent leurs préférences.
Quand les Grecs proposent un référendum sur la dette en 2011, leur note est baissée. Les licenciements dans la fonction publique ou la privatisation des services publics sont, eux, interprétés comme des signes positifs. Si la dette submerge un État, il doit payer davantage. Il n'y aurait pas d'autre alternative. En Grèce, 600 ans avant Jésus-Christ, le législateur Solon interdit de réduire un citoyen en esclavage s'il ne peut payer sa dette. Un acte fondateur des premières démocraties athéniennes. Dominique Hollard travaille au cabinet des médailles à Paris. Pour ce spécialiste de l'Antiquité, les crises monétaires sont fréquentes au cours de l'histoire. Mais la situation actuelle est un peu curieuse. La Grèce, en tant que pays, devrait de l'argent à l'Allemagne, à l'Angleterre, à l'Union européenne, au Japon. Non, elle doit de l'argent à des banques privées qui lui ont prêté de l'argent à des taux qui peuvent être considérés comme quasiment usuraires, argent que ces banques n'avaient pas, mais qu'elles ont pu prêter en empruntant à des taux très bas sur de la finance publique mis à leur disposition par les États européens. Vous voulez dire que ce sont les États qui ont financé les banques privées, qui ont refinancé les États derrière? Absolument. Par rapport à la crise actuelle, là où un Romain sera extrêmement surpris, ou un empereur, ou même un banquier romain, c'est le fait que des États entiers, et des empires entiers, parce que les États-Unis, par exemple, sont à la taille d'un empire, soient désormais, ne soient plus maîtres réellement de l'outil monétaire. Cette chute, cette perte de la main publique, de la res publica, de l'État, sur le contrôle des flux, je crois que c'est ce qui est le plus incompréhensible pour un homme de l'Antiquité s'il voyait ça de nos jours. C'est-à-dire qu'en fait, qu'en dernière analyse, ce soit un groupe mystérieux d'investisseurs sans visage qui puissent ruiner une économie sans que l'État, avec sa majesté d'État, puisse y faire quoi que ce soit. En dernière analyse, quoi qu'il se passe, et quelles que soient les contraintes externes ou internes, le dernier mot revenait à la puissance publique. Et je vous ai amené là deux monnaies qui parlent du même événement. Hein, ce sont de très belles monnaies de bronze, des sesterces, mais alors noires parce qu'elles se sont oxydées. Au départ, ce sont des monnaies aussi jaunes que nos pièces de 50 centimes d'euros, hein, à l'origine, leur vraie couleur. Des pièces de l'empereur Adrien, bien connues, et l'empereur Adrien a, parmi d'autres empereurs de la période, il n'est pas le seul, fait des remises fiscales. Et sur les scènes que vous voyez là, vous voyez un licteur, c'est-à-dire un officier public, représentant l'autorité de l'État, qui met le feu avec une torche à une pile de papier, de rouleaux, qui sont en fait les dettes, qui sont les registres d'endettement, puisque toute dette était évidemment enregistrée, les dettes vis-à-vis de l'État d'un certain nombre de particuliers de communautés. Là, vous avez la scène, vous voyez juste le licteur mettre le feu au registre de dettes, et là, vous avez le même licteur qui met le feu au registre de dettes, avec de l'autre côté des citoyens enthousiastes qui acclament évidemment cette action de remise fiscale. Une inscription nous a permis de savoir, indépendamment de ces monnaies, que c'est la somme de 900 millions de sesterces, qui est quand même une somme assez conséquente qui a été annulée. Pourquoi les banques centrales sont-elles autonomes? Parce que la grande frayeur de tout le monde, des investisseurs, on connaît la nature humaine, c'est que quand l'État a à sa disposition la planche à billets, il a tendance à la faire fonctionner. C'est très clairement éviter les dérives inflationnistes. La Banque centrale européenne est là pour contrôler que l'euro, comme monnaie, ne glisse pas dans un processus inflationniste. Si, lorsque la Banque centrale se met à émettre beaucoup d'argent, ça veut dire qu'il y a beaucoup de liquidités dans le système, ça veut dire qu'à partir de là, les banques peuvent distribuer elles-mêmes et créer elles-mêmes beaucoup de monnaie. Et donc les Allemands disent, si vous créez beaucoup de monnaie,
Si la Banque centrale crée beaucoup de monnaie et que ça permet aux banques de distribuer beaucoup de crédits, eh bien, les gens vont se mettre à acheter en veux-tu, en voilà tout style de produits. Et le fait que cette demande va être extrêmement forte, ça va faire monter les prix. Et une fois que vous avez commencé à faire monter les prix, les syndicats vont dire les prix montent et pas mes salaires. Donc il faut que vous augmentiez les salaires. Donc on rentre dans un cercle vicieux d'augmentation immaîtrisée de l'inflation. Et ça, c'est une crainte allemande qui joue beaucoup, hein. Mais qui est complètement irraisonnée aujourd'hui. Parce que compte tenu du faible niveau de croissance qu'il y a aujourd'hui en Europe, il n'y a absolument aucun risque d'inflation. Député européen, l'écologiste Pascal Canfin est confronté quotidiennement au dogme de l'orthodoxie monétaire, défendu par les experts de l'Union. Leur analyse, c'est que le contrôle de l'inflation, par tous les moyens, c'est la clé d'une société démocratique. Et donc, pour faire ça, il ne faut pas laisser aux États la possibilité de manipuler les prix. Donc, une banque centrale indépendante qui a comme objectif unique la limitation du taux d'inflation, sachant qu'aux États-Unis, non seulement elle n'est pas indépendante, mais qu'elle a deux objectifs, la croissance et l'inflation. Donc on est dans un cas européen qui est atypique au niveau mondial. C'est vraiment la duplication du cas allemand. On a petit à petit privé les États des différents outils qui étaient à leur disposition pour contrôler, contribuer, co-gérer la création monétaire, pour en faire quelque chose qui relève exclusivement du dialogue, en quelque sorte, entre les banques privées et un seul acteur indépendant, statutairement, des États, qui est la Banque centrale européenne. Elle est en Allemagne, c'est pas un hasard, elle a été voulue avec ces statuts-là par les Allemands, ce n'est pas un hasard, c'est le spectre de la grande inflation des années 20, la République de Weimar, où du soir au matin, ou plutôt du matin au soir, quand vous sortiez de votre travail après une journée de travail, le niveau général des prix avait pu doubler dans la journée. Il fallait, vous connaissez les images, les gens qui allaient chercher les denrées dans les magasins, chez les commerçants, avec des brouettes remplies de billets de banque, les billets de 1 million, puis 10 millions, puis 100 millions, puis 1 milliard, 10 milliards de marques, etc. La fuite accélérée devant la monnaie. Ça a été un traumatisme là, majeur pour l'Allemagne, parce qu'ils ont lié ça, alors qu'il n'y a pas de lien direct, après, avec la suite de la grande crise, puis la guerre et l'économie de guerre, et du coup, l'orthodoxie budgétaire et l'orthodoxie monétaire, ne pas faire trop de monnaie et ne pas laisser les prix déraper, est une volonté politique absolue de l'Allemagne qu'elle a imposée à tous ses partenaires dans l'euro. Ça a surtout conditionné la façon dont l'Allemagne a voulu gérer cette crise de la dette publique européenne, hein. Elle l'a fait avec ce souvenir, effectivement, de à chaque fois qu'on crée trop de monnaie, ça se finit toujours dans l'inflation. Elle l'a fait aussi avec le souvenir de la façon dont l'Allemagne s'est reconstruite après la Seconde Guerre mondiale, avec ce qu'on appelle l'ordolibéralisme, c'est-à-dire un libéralisme qui doit respecter des règles extrêmement précises. Et une fois qu'on a les règles, on les respecte toujours. Et entre cette crainte du fait que toute intervention de banque centrale va se terminer affreusement dans l'inflation, et de l'autre côté le fait qu'une fois qu'on a une règle, on la respecte scrupuleusement, eh bien ça a conduit l'Allemagne à imposer au reste de l'Europe, et en relais avec Nicolas Sarkozy en France, à dire que, la Banque centrale européenne ne devait pas aider les États au moment de leur crise de dette, et que deux, les États s'étaient engagés lors de la construction de la monnaie unique à maîtriser leur déficit et leur dette publique, et donc la seule façon de s'en sortir quand on a une crise, c'est de faire de la vertu budgétaire généralisée. En 2010, embourbée dans la crise de sa dette, la Grèce perd peu à peu la main sur les décisions politiques. Sommet après sommet, réunion après réunion, elle se retrouve soumise aux diktats financiers imposés par l'Europe. Yet both the government and the Greek people are absolutely determined to change the path for Greece, to make the path one of stability and growth. Only yesterday we took very strong measures, an adjustment package with a majority in Parliament, showing the will to move forward. And we are determined to move forward. Thank you. Guten Tag. Also ich freue mich erst einmal, dass wir heute im Deutschen Bundestag, im Bundesrat
und jetzt auch vom Bundespräsidenten unterzeichnet, das Hilfspaket für Griechenland beschlossen haben. Die Griechen selber haben ein sehr anspruchsvolles Programm auch beschlossen und ich glaube, auf dieser Grundlage haben wir einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Stabilität des Euro insgesamt geleistet. À l'inverse des autres banques centrales, les gouverneurs de la Banque centrale européenne s'obstinent à refuser de financer directement les États. Les marchés en déduisent un possible défaut des États de la zone euro, puisque la BCE refuse de jouer les garants en cas de problème. Les taux d'intérêt demandés à la Grèce grimpent en flèche. La BCE vient de créer les conditions idéales pour une spéculation sans limite sur la dette des États de l'Union. Vous achetez des contrats à terme, donc en fait vous achetez... Voilà, Philippe Murer est un ancien des salles de marché. Il s'est aujourd'hui reconverti dans l'enseignement, où il explique les mécanismes sous-jacents à la crise. Le cuivre, le coton, le sucre, Oui, le sucre, le riz, et voilà, et en un clic, boum, vous avez traité quoi. Et donc vous voyez, pour travailler sur de la dette italienne, si vous voulez travailler sur de la dette italienne, donc là j'ai mis combien? J'ai mis 1 milliard, il me faut une marge de 34 millions d'euros. Vous pouvez travailler, investir 1 milliard d'euros en n'en ayant que 3%. Il vous suffit de 3% de cet argent pour investir. Donc vous pouvez manipuler avec peu d'argent, manipuler les marchés, travailler les marchés de façon complètement excessive. L'État italien n'a pas le droit d'emprunter, mais vous, en tant que spéculateur, si vous travaillez en tant que spéculateur sur la dette italienne, vous avez le droit d'emprunter. Et au bout d'un moment, quand les taux d'intérêt deviennent trop importants, sur l'Italie, on a frôlé le cas grec. Quand les taux d'intérêt montent à un niveau trop important, ça devient autoréalisateur, puisque la dette est importante et en plus vous payez très cher. Donc c'est fini, vous ne pourrez jamais rembourser. Il faut quand même comprendre que dans les marchés, la dette des États est normalement un taux sans risque. Moi j'ai beaucoup de problèmes d'ailleurs. Tous les livres sur les marchés financiers vous parlent de la dette d'État comme un taux sans risque. J'ai un vrai problème pour enseigner à la Sorbonne mes cours de finance, puisqu'on parle tout le temps de taux sans risque. Ce n'est plus un taux sans risque, puisqu'on voit que les États peuvent faire faillite. Maintenant, le taux sans risque n'existe plus. Plus personne n'a de taux sans risque. Les États sont-ils le dernier joujou à la mode des marchés financiers? En faisant tomber cette barrière ultime qu'est la confiance dans l'État, plus aucune valeur n'est jugée sans risque. Et le risque, c'est le moteur de la finance. Le risque d'une faillite de la Grèce va doper les taux d'intérêt auxquels le pays emprunte. Pour les emprunts à 5 ans, ils passent de 4% en juillet 2008 à 15% en juillet 2010, puis 20% un an plus tard pour atteindre aujourd'hui 28%. Ce risque génère de nouveaux contrats d'assurance, comme les CDS qui viennent s'ajouter à la liste des produits spéculatifs. Chaque nouveau risque est comme un nouveau terrain de jeu pour les traders. Tant qu'on n'a pas, d'une part, créé un contre-pouvoir en matière de société civile, et tant qu'on n'a pas fait des réformes structurelles sur les marchés financiers, par exemple pour dire vous ne pouvez pas assurer un risque que vous n'avez pas, pour dire si vous êtes une banque et que vous financez un fonds spéculatif, à ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir la garantie des États, etc. Un certain nombre de mesures structurelles, on est finalement dans un système financier qui n'a pas suffisamment changé par rapport aux dérives des années 2000. Sur les 3200 milliards de dollars qui s'échangeaient quotidiennement sur les marchés financiers avant la faillite de Lehman Brothers en 2008, sur ces 3200 milliards, 97,3% exactement, ne correspondait pas à des biens et des services réels. C'était de l'économie spéculative qui tournait sur elle-même. Wall Street, c'est-à-dire New York, a versé à ses traders, managers, etc., 140 milliards de dollars pour une année, pour quelques milliers de personnes, sous forme de bonus, dividendes. C'est la moitié de la dette grecque. Et ce qu'on a développé, c'est ce qu'on peut appeler la planche à billets privée. Et les excès de la planche à billets privée ont été encore bien pires que les excès de la planche à billets publique. On a prêté 500 milliards d'euros aux banques à 1% à 3 ans en décembre, la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne reprête 500 milliards d'euros aux banques a priori fin février.
Et tout ça aurait pu être investi dans des projets rentables pour l'Europe et surtout qui permettent de la croissance et qui permettent aux gens de se sortir du chômage. La planche à billets, en réalité, tourne à plein régime. Depuis le lancement de l'euro, la masse monétaire a augmenté 4 fois plus vite que le PIB de la zone euro. Mais cet argent, même s'il est escorté par les États, n'est plus la monnaie de l'État. Le choix de financer les banques privées plutôt que les États ne choque pas les économistes les plus orthodoxes. Dans les médias, rares sont ceux qui s'aventurent à mettre en cause ce dogme néolibéral. L'économiste Bernard Maris est une exception dans ce petit monde des experts. Ok, on y va, nous, hein? Allez-y au boulot, là. Pas là pour rigoler. Merci, Bernadette. Chroniqueur à Charlie Hebdo et à la radio, il plaide résolument pour une intervention des banques en faveur des États. À tous. À Bernard Maris, l'encadreur de personnalité. Le samedi matin, il vient faire à France Inter le portrait d'une personnalité sous forme de devinette, sans compromis. Alors le problème du travail, c'est la graisse. Il faut dégraisser. Vous voyez, alors au Maroc, les gens sont maigres, je les paye 240 € par mois et ils sont contents. Qu'est-ce que vous préférez, gagner 240 € par mois ou vous noyer en essayant d'atteindre les côtes espagnoles? Donc j'arrive au Maroc, je parle couramment arabe et brésilien, anglais bien sûr, et japonais, et j'aime les peuples. Et je suis Alexandra. Alors, on n'a parlé que de vous cette semaine. Carlos Ghosn, le PDG de Renault. The killer himself. En décembre 2011, le nouveau président du Sénat, le socialiste Jean-Pierre Bel, nomme Bernard Maris conseiller général de la Banque de France. Bernard Maris est désormais au cœur de la forteresse. Une bonne partie, hein, petit chelem contré vulnérable. Par quel mécanisme les banques privées fabriquent-elles de la monnaie? Elles le fabriquent elles-mêmes avec l'autorisation de la Banque centrale. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez vous achetez un immeuble qui vaut, je sais pas moi, 500 000 €, eh bien la banque va fabriquer 500 000 € à partir de rien. Alors, vous me direz, elle ne fabrique pas 500 000 € de billets. Si, elle fabrique 500 000 € de billets qu'elle peut vous donner. Sauf que c'est une écriture, parce que vous n'allez pas chercher pour payer votre immeuble 500 000 € en billets. Vous le paierez par chèque. Donc ce sera. Mais c'est la même chose. Si vous vouliez le payer en billets, elle vous donnerait 500 000 € en billets qu'elle irait demander à la Banque centrale. Parce qu'elle dit, voilà, j'ai une créance sur monsieur qui vaut 500 000 €, qu'est-ce que vous me donnez en échange? Et la Banque centrale dit, je vous donne 500 000 € en billets. Sauf que comme ces billets, ils ne sont jamais demandés, ça circule sous forme d'écriture. Mais c'est bien de la créer. Il faut bien comprendre ça. Quand on a compris ça, on a tout compris la monnaie. C'est que la banque fabrique à partir de rien de l'argent. C'est le métier de banquier. La banque crée ex nihilo de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Pour créer de l'argent, une limite est toutefois posée aux banques commerciales. Elles doivent déposer à la Banque centrale une partie de leurs avoirs qui agit comme garantie. Contre 1 € déposé en garantie à la Banque centrale, les banques ont l'autorisation de créer 9 € supplémentaires. Le livret d'un client à 10 000 € permet à la banque de créer 90 000 €. La multiplication du crédit est sans limite, mais elle est détenue par une banque centrale qui ne prête pas aux États. La création de monnaie grâce au crédit passera exclusivement par les banques privées. Quand vous venez chercher de l'argent, la banque l'a pas. Vous dites, je voudrais emprunter 1 million, ok, il n'y a pas de problème, la banque ne l'a pas, elle va vous les créer. Elle va écrire dans un compte, je vous les dois, et vous me les devez. Et c'est équilibré, puisque la banque crée 2 dettes. Elle crée une dette qui dit, moi banque, je dois ce million, pour que vous achetiez votre maison, je vous dois 1 million, ça c'est la monnaie, qui va circuler d'une banque à l'autre. Et de l'autre côté de son bilan, elle écrit, et vous me les devez. Voilà, c'est ça la création. C'est aussi simple que ça. La banque, quand vous venez la voir, n'a pas la monnaie, et elle crée 2 dettes, la sienne tout de suite et la vôtre plus tard. C'est ça la monnaie. Et quand vous remboursez cette monnaie, à chaque fois que vous remboursez, les 2 dettes disparaissent, et à la fin du remboursement, la monnaie a disparu. C'est enfantin. Face à la crise de la dette, le débat public s'intéresse de plus en plus au rôle que les banques centrales pourraient tenir dans le financement des États. Dans ces salons du quartier de l'Opéra, la Banque de France organise un colloque autour de cette question extrêmement sensible qui a toujours divisé les économistes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette chose assez paradoxale, c'est qu'on crée de la monnaie massivement pour l'économie, à travers les banques, et donc en fait on fait du crédit à des taux proches de 0 aux banques, qui elles-mêmes vont reprêter à des taux positifs, de sorte qu'en quelque sorte on subventionne les banques directement, alors que les États qui ont bien besoin de ça
sont obligés d'emprunter à des taux sensiblement plus élevés. Et ce paradoxe-là n'est pas résolu. Et très clairement, on pourrait imaginer que les banques puissent être contraintes, par exemple, à prêter aux États dans des proportions de ce qu'elles font à l'échelle de l'ensemble de l'économie. L'intervention des banques centrales en faveur des États est interdite par les traités européens. Alors, le retour à une monnaie nationale sous l'égide de la Banque de France remettrait-elle la création monétaire dans la main de l'État ? En réalité, depuis sa création, la Banque de France n'a cessé de lutter pour son indépendance. Les premiers faits remontent à 1799. 3 mois après le coup d'État du général Bonaparte, un groupe d'hommes d'affaires français mené par le banquier suisse Jean-Frédéric Pergaud demande à voir l'empereur. Il sollicite l'autorisation de créer une banque d'envergure nationale. C'est une date, vous savez, le 6 février 1800. C'est la date pratiquement de la création de la Banque de France. Le 6 février, M. Pergaud s'amène avec un plan. C'est tout écrit, là, va lire une déclaration à Bonaparte, et voici les termes principaux de cette déclaration. Libre par sa création, qui n'appartient qu'à des particuliers. La banque que je propose de créer, écoutez bien, ne négociera avec le gouvernement que lorsqu'elle y rencontrera ses convenances et le complément de ses sûretés. Néanmoins, cette banque s'appellera la Banque de France, mais elle ne sera à aucun degré une banque gouvernementale. Est-ce que vous avez compris? C'est une entreprise strictement privée. C'est un groupe d'hommes d'affaires qui vient demander à Bonaparte, parce qu'il est le chef de la France, le droit de mettre une étiquette fallacieuse sur leur maison. On mettra Banque de France pour faire croire à la clientèle que c'est une banque au service de la France, alors que ça sera simplement leurs intérêts privés, mais comme il y aura Banque de France, vraisemblablement, les capitaux afflueront. C'est le 6 que Pergaud fait cette proposition assez inouïe à Bonaparte. Le 13 février, Bonaparte acquiesce. La Banque de France est ainsi officiellement créée sur cette ambiguïté. Public ou privé, le mélange des genres est consommé. Au XIXe siècle, le principe c'était que la Banque de France était indépendante, mais elle avait des missions de service public qui lui étaient en quelque sorte confiées et qui se traduisaient par le fait que le gouverneur était nommé par l'État. Mais les décisions étaient prises par des banquiers privés qui siégeaient à ce qui était le conseil d'administration de la banque, qui se réunissaient toutes les semaines et qui prenaient toutes les décisions importantes. Donc la banque était indépendante et elle ne prêtait pas d'argent à l'État, etc. En 1914, il y a un choc majeur, c'est qu'il y a une guerre, on est sur le point de perdre la guerre, et face à cette situation majeure, la Banque de France se met à prêter, pas directement à l'État, mais en fait de plus en plus directement à l'État, et elle prête des quantités très très importantes. Et à la fin de la guerre, elle va continuer à payer pour la reconstruction, etc., de sorte qu'on va avoir en 10 ans, 1914-1924 à peu près, multiplié par 10 la circulation monétaire de la Banque de France, les prix ont été multipliés par 5, et les rentiers qui étaient l'assise de la société bourgeoise de la fin du XIXe siècle sont tous ruinés. Pour la banque, c'en est trop. D'autant que le gouvernement Herriot du cartel des gauches a l'intention de combler le déficit qui perdure en augmentant les impôts. La Banque de France cherche à stabiliser la monnaie. Le gouvernement est d'accord avec cette politique, mais considère que la manière de le faire, c'est d'augmenter fortement les impôts pour que le budget soit équilibré et que par conséquent, il n'y ait plus besoin d'emprunter à la Banque de France. Ce qui est complètement raisonnable. Le problème, c'est de savoir quels impôts on augmente. Évidemment, les régents de la Banque de France n'ont pas les mêmes idées sur les impôts qu'il faut augmenter que le gouvernement de gauche. Et surtout, ils menacent de faire encore plus grave que d'augmenter les impôts sur le revenu, ils menacent de taxer le capital. Et ils menacent de taxer le capital à des taux qui sont beaucoup plus élevés que ceux de l'impôt sur la fortune aujourd'hui, parce qu'ils pensent qu'en gros, il faut prendre une partie du capital, pas juste taxer les revenus du capital implicitement. Il faut prendre une partie du capital, et puis après, ce sera fini. Et ça, c'est absolument hors de question pour les détenteurs du capital qui disent « mais non, il faut augmenter la TVA, parce que la TVA, tout le monde la paye, mais ce sera presque rien pour chacun, et donc ce sera fini. » On connaît, c'est les mêmes questions, toujours. Le milieu des affaires et de la finance organise la riposte. Les bons du Trésor, qui alimentent le budget de l'État, sont victimes d'un boycott. Herriot dira qu'il s'est heurté au mur de l'argent. Le gouvernement Herriot, il est piégé parce que la dette à court terme, la dette flottante, est tellement importante
que le simple fait que les gens cessent de renouveler la dette flottante suffit à mettre le gouvernement au bord de la faillite. Et comme il est au bord de la faillite, il est obligé d'aller voir la Banque de France. Et la Banque de France lui dit « Vous voyez que vous ne pouvez pas vous passer de nous ». Et à ce moment-là, politiquement, il est fini, il se casse la figure et le gouvernement change. Pour le Front populaire, arrivé au pouvoir en 1936, le statut privé de la Banque de France est incompatible avec l'intérêt général. La loi du 24 juillet 1936 en modifie les statuts. Les administrateurs de la banque ne seront plus nommés par les actionnaires privés, mais par le gouvernement. Les gens s'interrogent sur l'utilité d'un contrôle par l'État du développement de l'économie. Et prendre le contrôle de la monnaie, c'est évidemment considéré comme la première étape pour pouvoir faire ça. Et c'est ce qui va se faire en France en 1936, mais surtout en 1945, et qui va être continué quand même pendant toutes les années 40-50. Il y a le plan, qui est une grande institution, avec des instructions sur les activités à financer, les activités dans lesquelles il faut investir. L'investissement est financé par des institutions de financement à long terme, mais en dernier recours, quand il n'y a plus assez d'épargne et qu'on veut quand même faire l'investissement, eh bien on porte ça à la Banque de France, et c'est la Banque de France qui finance. Laure Kenwell-Corr, chercheuse au CNRS, connaît bien cette période où la banque est mise au service de l'État. C'est la glorieuse époque du Trésor public, dont les anciens bureaux se trouvaient dans les bâtiments du Louvre jusqu'en 1989. C'est-à-dire qu'on considère que les dépenses publiques de l'État, les dépenses d'investissement, vont permettre de réamorcer la pompe de la croissance. Par exemple, l'État finance des grands travaux de bâtiments et de travaux publics, etc. Donc par là, ça réamorce la croissance. C'est tout simple, hein, c'est les dépenses d'investissement. Et il y a également le dépôt des correspondants. Alors ça, c'est une innovation française, c'est-à-dire que vous avez la Caisse nationale de crédit agricole, les entreprises nationalisées comme la SNCF ou EDF, qui sont obligées de déposer leurs fonds au Trésor. Les comptes chèques postaux aussi déposent leurs fonds au Trésor. Tout ça fait une espèce de trésorerie formidable au Trésor qui peut donc financer et dépenser au nom de l'État. C'était considéré comme un système qui marchait bien, hein, qui a financé la croissance. Hein. Et c'était le cas ou pas au final? Bien sûr, on avait 5% de croissance par an à l'époque, hein, pendant 30 ans. Avec le circuit du Trésor public, l'État contourne la Banque de France pour créer sa propre trésorerie et couvrir ses dépenses budgétaires. La recette marche plutôt bien. La France connaît les 30 glorieuses. Donc c'est du financement de l'activité économique, et c'est pour ça que ça ne crée pas beaucoup d'inflation, mais c'est un financement de l'activité économique dans une activité économique qui est assez largement dirigée par l'État. Et ça, c'est aussi une chose qui ne plaît pas beaucoup aux libéraux. Et donc, dans la vague de grandes réformes libérales qui commence dans les années 70 et surtout à la au début des années 80 en France, on va insister pour remettre la Banque centrale à sa place, sous indépendance complète, de manière à ce qu'elle ne risque pas de se mettre au service de l'État, que ce soit en le finançant directement ou en finançant ses programmes. En 1972, les statuts de la banque sont rediscutés devant le Parlement. Contrairement à ce qu'on leur fait souvent dire, ces nouveaux statuts ne mettent pas fin aux avances gratuites que la banque fait à l'État, mais ils en compliquent l'accès. Le contexte international va faire le reste. Sous l'impulsion de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher, la finance est dérégulée. Les frontières de l'argent s'évanouissent dans les années 80. Peu à peu, l'État, fortement encouragé par la Banque de France elle-même, se tourne vers les marchés internationaux de capitaux pour financer son déficit. Qui fait ça? Qui demande ça? C'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas les fonctionnaires. C'est les créanciers qui demandent ça. Parce qu'ils ont peur que si l'État met trop d'argent en circulation, il y ait de l'inflation, et que l'inflation a un effet immédiat, c'est que l'inflation ruine les rentiers et les créanciers. Donc, le lobby qu'on va appeler rentiers, créanciers, tous les gens qui ont de l'argent, les gens qui ont des patrimoines, les gens qui, etc., ne veulent pas qu'il y ait d'inflation. Pour eux, la valeur de l'argent est absolument essentielle. Et l'économie, c'est une bagarre des créanciers et des débiteurs. Tant c'est les débiteurs qui gagnent. Les débiteurs, c'est les salariés et les entrepreneurs. Donc eux, ils ont intérêt à ce que l'argent se dévalue.
Ils ont intérêt à ce que la banque soit contrôlée par l'État. Ils ont intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de liquidités qui circulent. Ils ont intérêt à ce que les taux d'intérêt soient faibles. Et à partir de là, comme eux, ils se sont des débiteurs, leurs emprunts, ils les remboursent vite. Les autres, les petits propriétaires, ceux qui ont des patrimoines, ceux qui ont placé de l'argent, les rentiers, les gros propriétaires, etc., ils ont intérêt exactement inverse. En 1981, la gauche remporte les élections en France. Pour honorer le programme de relance qu'elle a promis, elle a besoin du concours de la banque. Nouveau bras de fer entre les services du Trésor public et le gouverneur de la Banque de France. On a un gouverneur de la Banque de France, Renaud de la Jeunnière, qui a une grande proximité, qui a été nommé par Valéry Giscard d'Estaing, qui a une grande proximité personnelle et idéologique, disons, avec le pouvoir sortant, et qui n'accepte pas la politique mise en œuvre par les socialistes à leur arrivée au pouvoir. Il faut bien comprendre que la politique que tentent de mettre en place les socialistes lorsqu'ils arrivent au pouvoir, elle est à contre-courant de ce qui est le courant Reagano-Thatcherien, on va dire, de la politique mise en œuvre aux États-Unis et en Grande-Bretagne, mais surtout de la politique mise en œuvre par certains des influents partenaires européens de la France, notamment de l'Allemagne. Et c'est aussi cet argument de la construction européenne que François Mitterrand et les socialistes vont utiliser en 82-83, lorsque va avoir lieu ce fameux tournant de la rigueur, cette réorientation de la politique économique menée par la France. C'est l'argument européen qui va servir à justifier ce que certains ont pu percevoir comme un revirement, voire comme un reniement. La construction européenne va reléguer la Banque de France au second plan, sous le contrôle de la Banque centrale européenne, qui fédère toutes les banques centrales de l'Union. Mais l'objectif reste le même. Indépendance maximum à l'égard du pouvoir politique. En quelque sorte, il y avait l'idée qu'il fallait sortir les États du jeu, sortir la puissance publique du jeu, en faisant une banque centrale indépendante d'un côté, des banques privées, de fait, indépendantes des États de l'autre. Alors évidemment, on pourrait dire, aujourd'hui, malgré tout, on est dans une situation particulière, les États sont en grande difficulté, et en particulier parce qu'ils ont sauvé une grande partie de l'économie privée de la crise, et il faudrait bien quand même qu'il y ait quelque chose comme un retour du balancier pour les sauver. Et là, la protection des banques centrales, c'est de dire, mais levez des impôts si vous voulez, nous, on n'a pas à financer ça par la création monétaire. Alors évidemment, les mêmes qui d'un côté disent, quand on est banquiers centraux, on ne va pas créer de monnaie. De l'autre côté, ils disent on ne peut pas lever les impôts parce que ce serait très mauvais pour la concurrence internationale. Donc c'est compliqué. Hein, on voit bien qu'il y a aussi des intérêts de groupe, voire de classe, qui sont derrière ça. Mais la doctrine monétaire, elle reste très établie. Alors qu'en fait, on ne sait pas quelle est la quantité de monnaie qu'on pourrait créer, combien on pourrait faire de crédit avant que l'inflation réellement émerge. Prêter aux États est un mécanisme dans lequel la BCE refuse d'entrer, de peur d'y laisser sa monnaie. L'argent ne doit pas perdre de sa valeur, autrement dit, pas d'inflation. Toute sa politique monétaire tient dans ce concept. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont un peu pris à leur propre piège parce que finalement, l'inflation telle qu'elle est définie dans le mandat de la BCE, c'est l'inflation des prix à la consommation, c'est-à-dire les prix des biens qu'on achète tous les jours. Il y a des autres prix qui sont le prix des actifs, c'est-à-dire non pas le flux, les biens qu'on consomme, mais le stock de patrimoine, et donc essentiellement les actifs financiers et les actifs immobiliers. Et quand on regarde, depuis qu'on a l'euro, l'évolution du prix de ces actifs financiers et l'évolution du prix de l'immobilier, on a une explosion de l'inflation. La grande majorité de la création monétaire s'est faite pour alimenter des marchés immobiliers et des marchés financiers qui ont généré énormément d'inflation. La bourse devrait s'effondrer et elle ne s'effondre pas. Pourquoi? Parce que les milliers de milliards, vous les mettez là, dans ce monde de riches, où vous poussez les prix à la hausse, parce que vous injectez du pouvoir d'achat, vous êtes en train, avec le même argent, notre argent à nous, qui nous sert, qui est si précieux, qui devrait garder de la valeur, vous êtes en train de l'injecter dans des marchés financiers pour maintenir en survie, en respiration artificielle, des cours de bourse qui devraient s'effondrer, des richesses de banquiers qui devraient s'effondrer, ces gens-là devraient être ruinés, vous leur donnez de l'argent, l'inflation, vous la voyez là, c'est l'inflation des actifs.
En réalité, l'indépendance de la BCE n'a pas empêché l'inflation des produits convoités par les banques et les marchés, sur lesquels ils investissent massivement leur pouvoir de création monétaire. Ces masses de monnaie virtuelle, scripturales comme on l'appelle, constituent une sorte de nuage de crédit qui se dilate et se contracte en permanence et sur lesquels les banques centrales n'ont aucun pouvoir. Une fois que la BCE prête de l'argent à une banque privée, Société Générale, à BNP Paribas, elle n'a plus aucun contrôle, ni sur le taux auquel cette banque va prêter, ni sur ce qu'elle aurait fait comme prêt. Le pouvoir de création monétaire des banques est tel qu'il parasite le circuit de l'argent dans l'économie réelle. De véritables tsunamis de monnaie fondent sur des secteurs entiers de l'économie et font monter les prix. Café, pétrole, immobilier, céréales. L'argent cherche à faire de l'argent. Dans les années passées, là, juste après la crise, la banque Morgan n'a pas perdu de plume. Dans les subprimes, ils ont vu venir le truc, ils se sont retirés avant, ils n'ont pas perdu de plume. Donc ils avaient un cash colossal. Et les cours de toutes les actions qui baissent, ça sent le roussi gravement. Et ils se sont mis à acheter toutes les matières premières du monde. Le cuivre, les métaux précieux, le blé, le maïs, tous les produits agricoles. Ils se sont mis à acheter toutes les matières premières. Maintenant, acheter toutes les matières, ça fait une demande qui n'est pas une demande normale, c'est une demande de spéculation, ça. Et c'est une demande qui vient gonfler. En gonflant la demande, vous faites le mécanisme dont on parlait tout à l'heure, vous créez une rareté qui fait augmenter les prix. Et ça tombe bien, c'est ça sur quoi ils parient. Ils parient effectivement que les prix vont en monter, et comme c'est eux qui achètent et que les prix augmentent après qu'ils aient acheté, ils s'enrichissent en affamant des millions de personnes. C'est-à-dire que tous ceux qui pouvaient juste se nourrir, ils y arrivaient à peine. Avec le prix donné du blé ou du maïs ou du riz dans les différents coins du monde. Tous ces gens-là, pour qui le riz ou le blé devient plus cher, mais c'est juste, ça devient inaccessible. Et ils ne meurent pas aussitôt, juste ils mangent moitié moins de riz alors qu'ils ne pouvaient pas manger moins de riz. Donc ils commencent à crever de faim. Et crever de faim, ça prend des semaines de torture. Ils sont en train de mourir de faim là. Ils sont en train de mourir de faim parce que les banquiers, parce que Morgan a décidé que, effectivement, là c'est vraiment le moment d'acheter, c'est ça qui va manquer au monde, donc c'est ça qu'il faut qu'on ait acheté. De toute façon, on a du cash. Il faut qu'on l'utilise ce cash. Enfin, je veux dire, là, on a un problème. Où est-ce qu'on peut le mettre? Un endroit où c'est sûr, ça va monter, ça va pas baisser. Comment sortir de ce piège dans lequel l'argent nous enferme? La question n'est pas nouvelle. Après la crise de 29, le député Jacques Duboin s'étonne de ces crises à répétition dans un monde où progrès techniques et scientifiques rendent l'abondance possible. Sa fille Marie-Louise Duboin a conservé toutes ses archives. Elle écrit et continue de militer pour que l'argent redevienne un bien commun. Ce qu'on appelle la crise. Et ça date de 1933. Dans son essai « Coule ahuri, la misère dans l'abondance », Jacques Duboin a dressé le portrait d'une France plongée dans une crise paradoxale. Voilà Coule ahuri tout seul et le sous-titre « Ou la misère dans l'abondance ». Coup débarque en France avec l'ordre, la mission que lui a confié son père d'aller voir quel cataclysme s'est abattu sur la France pour que tout d'un coup il y ait tellement de chômeurs, des gens qui n'ont rien à manger. Est-ce que les champs ont été détruits? Est-ce qu'il n'y a plus de vaches? Il n'y a plus de blé? Qu'est-ce qu'il y a? Alors coup il débarque, il va voir les gens, il voit une France merveilleuse, des champs verts, des prés, des... Ah, il questionne les gens, il voit justement, entre autres dans l'histoire, hein, il voit un paysan, il lui dit « Alors, comment ça va ?»« Bof, mal, dit le paysan. »« Pourquoi ? Vous avez pas... »« Oh, mais au contraire, on a produit beaucoup trop, on a beaucoup trop de blé. » Alors qu'il dit ben, « Si vous avez du blé, c'est formidable, vous allez pouvoir faire du pain, vous allez nouer... Oh, ahuri, lui, il traite d'ahuri. Bien sûr que non, si j'ai trop de blé, il va pas se vendre, moi j'aurai rien. » Donc il faut détruire du blé pour que j'ai de l'argent.
Dans son livre « La grande révolution qui vient », Jacques Duboin écrivait « Au prix d'efforts surhumains, les hommes ont réussi à obliger l'énergie qui dort dans la nature à faire naître l'abondance. Et ils n'ont rien eu de plus pressé que de lui déclarer la guerre afin de ressusciter cette bienfaisante rareté qui permet de gagner de l'argent. Comment peut-il y avoir surproduction alors que des milliers de familles continuent de manquer du nécessaire ? L'argent, tel qu'il est aujourd'hui créé par les banques, est-il encore le meilleur moyen de répartir les richesses de nos sociétés ? Ces considérations n'ont rien perdu de leur actualité. Pour Marie-Louise Duboin, notre système de création monétaire n'est pas adapté aux besoins de nos sociétés. La banque a un raisonnement, un objectif, des critères, le rendement que ça rapporte. Que ce soit une collectivité locale, un individu ou maintenant un État, mais ce n'est pas son problème. Son seul problème, c'est que si elle crée de l'argent, j'allais dire si elle prête, parce que le mot est un peu ambigu, si elle crée de l'argent pour un client, c'est pour que ça lui rapporte. Si vous venez dire, je veux créer, oh, je vois dans mon entourage des gens qui sont seuls, il faudrait un bâtiment bien fait, avec de l'air autour, du personnel un peu compétent, qui sache les aider. Alors peut-être qu'avec le temps, je pourrais vous rembourser, mais pas très vite. Et puis les intérêts, il faudrait pas... Alors le banquier dit, arrêtez, ça m'intéresse pas. Qui décide de ce qu'on va faire? Mais ce sont les investisseurs, ce sont les gens qui ont l'argent et qui vont décider où ils le mettent. Et ils ne le mettent pas en fonction des besoins. Si demain on fait du bio, on n'en fait pas. Si demain on fait, je sais pas moi, des énergies renouvelables ou pas, c'est uniquement si la banque a décidé que c'était rentable. L'enjeu dans lequel on est, donc maintenant, c'est est-ce que, à l'occasion de cette crise majeure de l'histoire du capitalisme, on va être à même de mettre fin à cette économie de confiscation, donc de re-réglementer la finance, de refaire qu'une banque, ça sert à faire du crédit à des particuliers, à des entreprises pour qu'elles investissent et pas spéculer avec l'argent des particuliers. Bon. Est-ce qu'on va être capable de rétablir une économie normale, ou bien est-ce que cette économie de confiscation va se poursuivre par d'autres moyens? Voilà, c'est ça l'enjeu du moment actuel. C'est ça l'enjeu du moment actuel. Parce que l'autre choix dont on n'a pas parlé, c'est on ne paye pas. Face à la crise de 2008, un seul pays d'Europe a refusé de payer pour les banques. L'Islande. C'est une île, donc les gens se connaissent, etc. Ils partagent des histoires ensemble, ils sont là l'hiver, ensemble, pas seulement l'été, quand les touristes viennent les voir, et c'est petit, bien. Donc, profitant de cette particularité-là, ils ont une attitude absolument magnifique, magnifique. Ça veut dire qu'ils sont allés dans les banques et ils ont dit, hop, on sort les actifs domestiques, donc les avoirs des Islandais, voilà. Tout ce qui est actifs étrangers, tout ce qui est activité spéculative, tout ce qui est ce avec quoi les gens se sont gavés pendant des années, terminé, on fait défaut. Suite à la crise des subprimes, la banque privée islandaise iSave et sa maison mère Landbanski doivent rembourser 4 milliards de dollars à des clients hollandais et britanniques. Le gouvernement annonce qu'il prendra en charge cette dette privée. Face à cet engagement qui menace de plonger le pays dans la récession, la population s'indigne et encercle le Parlement nuit et jour pendant des semaines. Cette résistance de la population islandaise plonge la communauté financière dans la consternation.
On prédit à l'Islande la sanction des marchés et la récession si elle s'obstine à ne pas payer. L'affaire iSafe tombe plutôt mal, alors même que le pays est en train de remettre officiellement sa demande d'adhésion à l'Union. La Commission est en train de préparer son opinion sur la demande d'adhésion de l'Islande. Et dans ce contexte, des questions comme par exemple le cas iSafe, mais aussi toutes les questions relatives au contrôle des capitaux seront analysées de très près. La pression exercée était « on ne peut pas vous garantir que vous rentrerez, mais si vous ne commencez pas par payer, les négociations vont vraiment mal se passer ». Les Anglais ont utilisé une loi antiterroriste qui a été émise après 2001 et qui devait être utilisée uniquement contre Ben Laden ou la Corée du Nord. Et elle a été utilisée contre une banque islandaise, sachant que les liens historiques d'amitié, de culture, d'histoire entre l'Islande et l'Angleterre. L'Islande, c'est le pays des Vikings. Ils ont occupé l'Angleterre 36 fois. Il y a des dynasties entières anglaises qui ont des origines vikings dans la nuit des temps. Bah non, ça a mis un sérieux coup de froid. Oui, ça a mis un sérieux coup de froid. Les Islandais refusent le chantage. Ils se donnent rendez-vous devant la maison du président. Au petit matin, ils arrivent de toute l'île pour lui demander d'organiser un référendum sur le remboursement de la dette. Ils apportent au président une pétition signée par un quart de la population. Face à cette mobilisation, le président islandais accepte d'organiser le référendum. Le 6 mars 2010, les Islandais votent à 93% contre un remboursement de la dette privée avec de l'argent public. Ce qui s'est passé en Islande, c'est ça qui est normal. C'était une dette privée de banquiers privés vis-à-vis de banques privées. On ne peut pas payer, on fait faillite. Et donc celui qui a prêté indûment subit. Je veux dire, la situation dans laquelle on met l'État responsable d'une dette privée est totalement anormale. L'enfer prédit aux Islandais ne se révèle pas si terrible. Au bout de 2 ans, le pays renoue avec la croissance. Un rétablissement plutôt rapide. Comme les choses vont mieux, une partie des actifs se valorise et reprennent de la valeur. Donc ce qui était totalement impensable à un moment, payer ces 4 milliards, le devient maintenant parce que les choses allant mieux, les actifs de Landbanski prennent de la valeur et donc ils peuvent imaginer payer 4 milliards et éviter une crise majeure. En protégeant l'argent public, les Islandais ont sauvé leur petite île. Cette expérience, peu commentée dans les médias, a débouché sur le projet d'une nouvelle constitution qui protégerait l'État des dérives de la finance. Quelle place tiendrait l'argent dans une société idéale ? C'est sans doute avec un brin de provocation que Pierre Robat et sa compagnie de théâtre La Tribouille vont jouer une pièce intitulée Le radeau de la monnaie dans les murs de l'ancienne bourse de Paris. Oh, tu vois un peu ? La Tribouille veut utiliser les décors pour faire réfléchir les spectateurs sur ce qu'est réellement l'argent et débloquer les imaginaires. C'est le tableau des cotations, enfin l'ancien tableau des cotations. Ce qui est marrant d'imaginer, c'est que des gens ici ont paniqué et ont été à un moment donné dans des moments d'euphorie totale, en regardant des chiffres et en regardant des noms de sociétés. Ce qui
motive souvent les marchés, ce sont des émotions. Ça peut être la peur, la panique, l'euphorie, des choses qui sont totalement irrationnelles. On est tous chargés d'émotions et ces gens-là qui nous parlent de règles, de choses bien établies, eux aussi sont chargés d'émotions. Et que donc ça joue sur les marchés. Donc on peut très bien, nous aussi, construire des règles, participer de manière démocratique à des choix sur la monnaie, sur les banques centrales, sur l'émission de monnaie, etc. etc. quoi. Le radeau de la monnaie met en scène un spectateur qui veut payer son billet d'entrée avec une caisse de pommes. J'aime ce tintement. Ça teinte comme un appel. Hop là. Bon, hey, on échange les pommes contre un billet et puis voilà. Mais non, mais tu inventes une convertibilité qui n'existe pas. On ne vit pas sur la planète Mars. Non, non, non. Les règles du jeu monétaire sont valables pour tout le monde. Ça vaut combien un kilo de pommes? Non, pas question de convertir. On n'est pas à la bourse, mais dans un théâtre. On est tous des experts dans nos propres vies. Donc l'économie, l'environnement, la monnaie, les systèmes d'échange, on doit pouvoir s'en emparer et trouver des outils pour trouver des solutions, voilà, aux problématiques qui se posent aujourd'hui. On réglera le problème que si on comprend. Et si on ne comprend pas l'histoire, on est condamné à la revivre. En fait, notre problème, c'est qu'on est inculte. Le temps de comprendre le réel, il nous faut une vie. Et c'est le moment de mourir. Et à chaque fois, les générations se font enfumer parce qu'elles sont incultes. L'économie, c'est très simple. En tout cas, ce qui est important est très simple. Ce qui est compliqué n'a pas d'importance. Ce qui est compliqué, en fait, très souvent, soit ce sont des jeux de spécialistes qui se perdent dans leur complexité, et tant mieux pour eux, c'est leur problème, soit ce sont des écrans de fumée qui servent à nous distraire de l'essentiel pour que nous ayons l'impression que seuls des experts peuvent maîtriser, et donc pour nous tenir à l'écart. Mais ce qui est important en économie et en droit est simple. Que les deux grands fondamentaux sans lesquels il n'y aurait pas d'économie possible, c'est d'une part la nature et d'autre part les humains. C'est la loi de la palisse. Si il n'y a plus d'écosystème vivable, il n'y a pas d'économie, et s'il n'y a plus d'humains, il n'y a pas d'économie non plus. Donc quand on parle des fameux fondamentaux économiques, on devrait dire il n'y a de fondamentaux économiques que pour autant qu'il y a d'abord une préservation des fondamentaux écologiques du côté de la préservation de nos écosystèmes naturels et les fondamentaux humains, anthropologiques, sans lesquels il n'y a pas d'économie possible. Donc la monnaie qui n'est qu'un symbole n'a de sens que si elle garde un lien avec cette réalité qu'elle veut exprimer. Si la monnaie n'a plus aucun lien, ou si ce lien est complètement déformé, non seulement elle ne préserve pas ses fondamentaux écologiques et humains, mais elle a même tendance à les détruire. Le système s'est tellement appuyé sur les banques, a tellement remis les décisions essentielles dont je parlais tout à l'heure, dans la création monétaire, pour développer une branche ou une autre, ils ont tellement remis ça aux banques qu'ils se disent bah, aujourd'hui, si les banques pouvaient plus, mais qu'est-ce qu'on ferait? Il faudrait qu'on décide nous-mêmes. Il faudrait qu'on prenne nos responsabilités. Mais alors peut-être on nous ferait des reproches, tandis que là, c'est pas notre faute, c'est le système. Là, on ne peut pas nier aujourd'hui que c'est un échec total. Enfin, je veux dire, le système financier dans lequel on est un échec total, sauf pour quelques-uns. Alors, est-ce qu'un système qui privilégie quelques-uns et laisse sur le bord de la route de plus en plus de gens est une réussite? Moi, je dis que c'est un grave problème pour nos sociétés. Certains trouvent qu'il suffit d'aménager simplement un peu la chose et puis ça ira un peu mieux, quoi. Mais ça, c'est des choix qu'on a à faire, nous. Choisissez votre banque. Vous avez besoin d'une banque dans laquelle vous allez déposer votre argent, soit pour de l'épargne, soit du compte courant. Vous n'êtes pas obligé de choisir la banque
qui est la plus présente dans les paradis fiscaux, qui verse le plus de bonus à des traders, qui finance des fonds spéculatifs. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous avez la liberté en tant que citoyen de choisir l'institution financière à laquelle vous faites confiance et où votre argent va être utilisé à des finalités qui sont ou pas en phase avec vos valeurs. Il faut, pour avoir un peu de temps, passer les 2 heures nécessaires à changer les prélèvements, etc., qu'on a fait. Mais est-ce que la responsabilité citoyenne, l'exercice de son pouvoir citoyen, c'est pas de passer ces 2 heures, de se poser la question et ensuite d'agir? Changer de banque suffira-t-il à faire changer la banque? Combien de crises financières privées deviendront-elles encore publiques, générant des dettes infinies? Combien de faillites seront-elles encore nécessaires pour que l'argent redevienne le bien public qu'il devrait être?